Alors, je m'appelle Jacques Jaubert. Je suis actuellement, parce que j'ai eu plusieurs vies, actuellement je suis professeur de préhistoire, rattaché à l'Université de Bordeaux. Je me considère comme archéologue préhistorien, et même plus précisément paléolithicien. Donc je travaille sur les périodes anciennes de la préhistoire. Je suis un homme de terrain, donc j'ai toujours eu des terrains, et je fais toujours des terrains, des missions en France ou à l'étranger. J'enseigne la préhistoire, ça c'est mon métier actuel. Et je disais que j'avais eu plusieurs vies. J'ai été directeur de laboratoire, j'ai été au ministère de la Culture pendant plusieurs années, où là c'était plutôt le volet patrimonial et conservatoire. Oui, vous dites passion, c'est rigolo parce que je ne sais pas si on pourrait dire ça de tous les métiers, mais souvent, voilà, quand je suis avec des connaissances de la famille ou d'amis et qui me demandent ce que je fais, si je commence par leur dire que je suis archéologue et préhistorien, tout de suite c'est oh, quelle chance, ouais. Il y a toujours plutôt un regard assez favorable sur nos métiers, donc c'est très très flatteur. C'est presque gênant parfois parce que on a l'impression, enfin, de toute façon j'ai toujours eu l'impression d'être privilégié. J'ai assez choisi ce métier. Ouais, j'ai énormément de chance. Donc j'ai choisi un métier que j'ai fait et que j'exerce. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance dans la vie, du côté professionnel, incontestablement. Pourquoi? Je sais pas. Ben, comme les enfants, il y en a qui sont. Oui, l'archéologie était la découverte des sociétés autres. Pour moi, c'est les sociétés du passé plutôt que les sociétés lointaines. Donc un voyage dans le passé, puis après il y a des défis par rapport à l'archéologie de terrain. Voilà, ça m'a toujours plu et je me suis installé dans cette discipline. Effectivement, c'est bien que ce terme arrive très vite dans la conversation, l'homme, parce que voilà, je revendique d'être au cœur des sciences de l'homme et de la société, alors qu'actuellement j'exerce dans une université des sciences, qui est un autre univers. Donc je suis minoritaire au sein de mon établissement, je suis pratiquement le seul humaniste, enfin, le seul à avoir une formation en sciences humaines, à part un collègue en épistémologie, mais tous les autres sont des physiciens, des chimistes, des géologues, au mieux des environnementalistes ou des anthropologues, mais des anthropologues, des bioanthropologues, donc des gens très sérieux qui vous font bien comprendre qu'ils appartiennent à un monde scientifique, la vraie science, et que nous, on fait évidemment une science un peu plus légère, dite molle. Voilà, c'est l'étude de l'homme, ben c'est passionnant, surtout décliné sur le temps long. Ben si on prend juste un exemple, actuellement, il y a quand même pas mal d'interrogations par rapport à l'environnement, par rapport au devenir de la planète. Il est quand même assez intéressant de prendre les leçons du passé. Nous avons déjà connu des réchauffements comme l'actuel, donc on peut aller voir les réchauffements qu'ont connus les hommes il y a 125 000 ans. Il y a un réchauffement qui est à peu près équivalent au nôtre. Pas exactement, évidemment, mais c'est intéressant de voir que l'homme a su s'adapter à ces réchauffements, qui étaient aussi des crises climatiques, et de voir comment il s'est adapté et comment il n'a pas disparu à chaque crise climatique. De par mon métier, je suis enseignant, mais enseignant-chercheur. Donc la moitié de ma personnalité est consacrée à une forme de recherche, de quête d'un savoir. Bon, ça, je pense que j'ai à peu près les clés, les outils, où je fais en sorte de les avoir et de m'adjoindre des collaborations pour résoudre au mieux des questions que l'on se pose et qui sont posées par la société. On découvre des sites, on découvre des cultures très anciennes et c'est dans la nature humaine de s'intéresser à son passé. On n'a pas trop à se justifier d'avoir à étudier son passé ou un passé, parce que son passé, voilà, il faut se référer à un minimum d'héritage. Et il y a assez peu de gens dans la société, il y en a quand même quelques-uns qui nient cette quête du passé et qu'on y consacre un minimum de moyens. On peut très vite les rassurer avec les moyens qu'on a. C'est pas nous qui mettons à mal les budgets de l'État. Même si parfois, quand on dit que voilà, on a 50 000 euros pour faire un projet, ça paraît important par rapport à d'autres aspects de la société. Mais en général, on n'a pas trop à se justifier. La plupart des interlocuteurs sont assez vite convaincus de cette utilité-là. Moi, je fais souvent une comparaison par rapport
au domaine artistique ou même au domaine sportif. À quoi ça sert de faire un match de rugby? Ou à quoi ça sert de faire de la danse contemporaine? C'est pas moins légitime que de faire de la préhistoire. C'est une manière plus ou moins agréable d'occuper son temps avec des moyens qui sont parfois infiniment plus importants. Enfin, un footballeur gagne beaucoup plus qu'un préhistorien. Donc, il y a une demande forte de la société pour regarder des matchs de football. Il y a une demande relativement raisonnable, mais aussi intéressante de la société pour connaître son passé. Donc, on est là pour y contribuer. Voilà. Et l'autre versant de ma personnalité, c'est l'enseignement. Donc là, je suis un médiateur et j'essaie de former les jeunes générations à la discipline. Oui, c'est possible, c'est absolument possible et on a même la prétention de penser que ceux qu'on forme y réussissent et on a même un taux de réussite qui est assez bon et même très très bon. Euh, il y a, il y a plusieurs formations. J'ai l'air de réfléchir comme ça parce que la préhistoire est au carrefour de domaines de recherche. Soit on y arrive par l'archéologie, et l'archéologie c'est plutôt histoire de l'art, archéologie dans les universités françaises, donc c'est vraiment très très science de l'homme. Et puis, comme la préhistoire c'est une discipline très ancienne qui nécessite une formation scientifique de géologue, de zoologue, d'anthropologue, de bioanthropologue, on peut aussi y arriver par la biologie ou par la géologie, les sciences de la Terre. Donc en croisant ces deux approches, on a une bonne chance de terminer préhistorien, voilà, soit par les sciences humaines, soit par les sciences naturelles ou biologiques. Un message, oui, tout à l'heure on a parlé de passion, c'est une passion. Cette passion est... une passion demande aussi du travail. On parlait tout à l'heure des sportifs ou des danseurs. Je pense qu'on n'est pas un danseur professionnel ou un footballeur professionnel sans travail, même en étant très doué. On nous a toujours dit qu'il fallait travailler. Et donc j'ai tendance à conseiller aux gens qui sont passionnés d'aller au bout de leur passion, mais en sachant qu'il faudra faire des sacrifices en termes de travail. Après, je pense que le seul vrai défaut de ma discipline et de mon métier, c'est tellement prenant, c'est tellement passionnant que ça ne s'arrête jamais. Et ça, c'est presque une contrainte dans la vie familiale, parce que du coup, la vie familiale est quand même un peu malmenée par nos passions. Parce qu'on pourrait ne jamais s'arrêter, et on a tendance à ne jamais s'arrêter, à faire ça nuit et jour, week-end et vacances inclus. Donc à un moment donné, il faut savoir faire la part entre le métier passion et puis si on veut avoir un minimum de vie familiale. Ça va être très difficile de choisir parce que j'ai vraiment eu beaucoup de chance et peut-être ce qui est au-dessus de ce qui pourrait arriver en tête des souvenirs les plus forts, c'est les premières missions que j'ai fait en Mongolie. Parce que pendant très longtemps, j'ai fait de l'archéologie qu'on appelle métropolitaine, donc en France, bon, c'est en rien déshonorant, mais c'est assez classique, c'est un terrain qu'on connaît, qui n'est en rien dépaysant. Très, très passionnant, parce que l'archéologie en France est très très bien organisée et bien structurée. Mais quand vous êtes propulsé en Mongolie, dans l'ouest de la Mongolie, dans l'Altaï mongol, à participer à une mission, vous arrivez sur des terrains qui sont inconnus d'un point de vue géographique, culturel, et en même temps vous êtes sollicité pour votre savoir-faire d'archéologue préhistorien. Et franchement, j'ai des souvenirs très précis de jours, de minutes, de rencontres, de solitude aussi, parce qu'on se retrouve j'étais seul à pratiquer un sondage au pied d'un abri rocheux dans le fin fond de l'Altaï mongol avec juste un chauffeur. Et je pense que c'est peut-être un des souvenirs les plus forts que j'ai jamais eu. Ouais. La liste va être très très longue hein, parce que je me suis pas fait tout seul. Je vais peut-être commencer par mes parents parce qu'en fait ils m'ont assez curieusement laissé faire ce que je voulais faire et ils n'ont jamais été surpris des choix que je faisais et donc ils ne m'ont ni dissuadé, plutôt encouragé et donc je pense qu'il faut que je commence par les remercier. Après, évidemment, il y a mes formateurs, mes premiers enseignants. Après, il y a aussi des souvenirs presque d'enfance au collège. Je me rappelle une classe de... Je ne sais plus si c'est dans le troisième. Il me semble que c'est en troisième.
où j'ai dit que j'étais passionné par l'archéologie du Moyen-Orient. Je me rappelle très bien ce prof de français qui m'a dit: ah, mais il faudra faire de l'épigraphie akkadienne ou sumérienne, ou je ne sais plus ce qui m'a sorti, enfin un truc très très précis. Et j'ai dit oui, oui. Donc ça, c'est des petits signes d'encouragement, c'est-à-dire qu'il il n'a pas dissuadé en disant c'est impossible, vous n'y arriverez jamais, c'est une voie où on... Non, non, si on est passionné, si on travaille, on y arrive, comme dans n'importe quel autre métier, je pense. Donc voilà, tous les formateurs, bien sûr. Après, j'ai eu des enseignants extraordinaires à Paris. Moi, j'ai fait mes études à Paris 1. Oui, l'ensemble des enseignants de Paris 1, ça c'est sûr. Nicole Pigeot, qui nous a quittés cette année, qui était mon prof, un de mes profs. Yvette Taborin, voilà. Bon, je cite des profs à qui je dois quelques moments de formation. Et puis sur le côté terrain, c'est pas tellement avec Paris 1 que j'ai appris mon métier. Je l'ai appris très rapidement dans le sud de la France, avec Jean-Claude notamment.